la trajectoire criminelle de Dogo Blé. Le passé de Dogo Blé est marqué par une liste de crimes qui semble tout droit sorti d'un roman noir. Chacun plus grave et plus impitoyable que le précédent. Au cœur de ces méfaits, l'assassinat du général Gueye Robert en 2002 et l'enlèvement suivi du meurtre du colonel-major Adama Dosso en 2011. Se détachent par leur brutalité et leur nature à ébranler les fondations même de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Le général Gueye, figure éminente de l'histoire ivoirienne et ancien président, a vu sa vie tragiquement abrégée le 19 septembre 2002. Des hommes sous les ordres de Dogo Blé l'ont capturé et remis à Anselme Seka Yapo, alias Seka Seka. Pour ce meurtre, Dogo Blé et son complice ont écopé de la sentence la plus lourde, la prison à vie en février 2016. La crise post-électorale de 2011 a été un autre théâtre des exactions de Dogo Blé. Durant cette période tumultueuse, il a été impliqué dans la disparition et l'assassinat du colonel-major Dosso Adama. Reconnu coupable, il a été condamné à 15 ans de prison pour ses actes. Mais ce ne sont pas les seuls crimes qui jonchent le sillage de Dogo Blé. L'assassinat de 4 hommes, Yves Lamblin, Stéphane Fans Diripel, Raoul Adeossi et Shelia Pandian, en avril 2011, est venu confirmer la réputation de brutalité de Dogo Blé. Ces meurtres ont suscité l'indignation, tant au niveau national qu'international, devant tant de cruauté et de mépris pour la vie humaine. Le criminel Dogo Blé va écoper de 18 ans de prison ferme. Avec un tel parcours, Dogo Blé devrait se la jouer modeste devant les familles des victimes. Si la justice humaine a décidé de tourner la page, celle de Dieu est loin d'avoir dit son dernier mot. C'est un article de Yacouba Doumbia, journaliste et observateur averti. Et ce qui m'a le plus intéressé ici, c'est pas de revenir dans ce qui s'est passé et de pleurnicher. Dogo Blé, le jour que vous serez prêt, on sera prêt. Votre jour sera notre jour. Mais ce jour-là, même vos parents qui sont déjà dans les tombes vont regretter votre existence sur la terre. Parce que ce jour-là, vous allez comprendre que vraiment, les Ivoiriens vous attendaient au tournant. Et à tous ceux qui se sont amusés à utiliser la réconciliation comme un amusement, à utiliser la réconciliation comme un fonds de commerce, et j'ai toujours dit ici que la réconciliation est du flatouvocis, de la poudre aux yeux, du mensonge. Aujourd'hui, écoutez les propos de M. Claude Saï ici. Il faut le dire, il n'a pas parlé directement de la réconciliation, mais ses propos vont dans le même ordre d'idée que ce que nous vous avons toujours dit ici. Et écoutez très bien ce qu'il va dire et vous allez comprendre de quoi il est question. Eux qui sont à la tête de l'État, s'ils disent, eux pensent la même chose, ça veut dire que nous ne nous sommes pas du tout trompés. Et donc vous écoutez ça ici et après on va pouvoir continuer. Ministre de culte, la réconciliation est un acte divin. La réconciliation est d'abord une démarche personnelle, une démarche individuelle, avant d'être un élan collectif. On se réconcilie avec soi-même d'abord. On s'harmonise avec soi-même. Et c'est quand on a fini de faire son autocritique que l'on pose l'acte de repentance. C'est ça la démarche. Vu sous cet angle, la démarche, la repentance est donc un acte de grande humilité. Très peu ont la force de dire pardon. Très peu ont le courage de reconnaître leurs erreurs. Mais beaucoup reconnaissent la faute et les erreurs de l'autre. Cela ne vous rappelle pas une parabole? La paille et la poudre? D'accord.
Le Christ, notre Seigneur le dit si bien. Apprends à te faire petit. Apprends à t'humilier. Et le monde te rehaussera. Papa Dieu, est-ce qu'on attend de vous? Humilité, repentance, voilà la marque des grandes âmes. Voici le signe des grands hommes. Une fois de plus, à travers l'organisation de ces synodes, vous nous montrez à tous que vous êtes grands. Car l'acte que vous posez ce jour est un acte d'une haute portée spirituelle. Mes très chers pères, mes très chères mères, vous constatez que de nombreuses personnes dans notre pays font de la réconciliation un slogan politique. Cela est même devenu pour d'autres un fonds de commerce idéologique. Et pourtant, je suis bien placé pour vous le dire. Le président Alassane Ouattara continue d'ouvrir les bras, continue de pardonner. Il ne cesse d'appeler les Ivoiriens au pardon et au rassemblement. Si bien que face à certaines situations d'agitation, il observe le silence du sage. Il garde toute sa sérénité. Or, la sérénité est le privilège des grands hommes. Donc, mesdames et messieurs, quand vous entendez un tel message, on va dire à Dogo Blé que c'est fort de ce qu'il pensait être sur son piédestal, qu'ils ont été vaincus. Et je n'aimerais pas rentrer ici dans les conditions dans lesquelles on l'a pris, sur des conditions très humiliantes. Au moment où lui faisait mourir les enfants des autres, il était couché chez une prostituée. Et vous m'excuserez, mais c'est avec la capote sur sa queue qu'on l'a pris. Comme un chien malade. Aujourd'hui, c'est lui qui veut jouer les braves. Mais Dogo Blé, nous on tient à te dire ceci. De la même manière que tu as confiance en toi, là, la violence, là, ça ne ferait plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. Votre jour sera notre jour. À toi, Dogo Blé, et à tes sbires, nous disons ceci. Si vous êtes devenu la peste de la Côte d'Ivoire, là, nous, on sera vos antidotes. On va me dire, mais le procureur peut se saisir de cette histoire. On n'a plus besoin du procureur, on n'a plus besoin de la justice. Nous, on fera le travail. Mais assurez-vous, cette fois-ci, là, on va vous conduire dans vos tombeaux. Ah oui, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de prison. Cette fois-ci, ça sera soit l'un ou l'autre. C'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Et donc, on ne parle pas beaucoup, on vous observe. Mais sachez que quelqu'un qui vous a pris, qui vous a défait dans votre gloire et qui vous a accordé son pardon, si vous pensez que c'est un acte de faiblesse et que vous voulez exploiter cela pour envoyer les troubles en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, vous n'aurez plus l'occasion d'aller en prison. Vous n'aurez plus l'occasion de raconter les balivernes que vous êtes en train de dire et vous comprendrez de quoi il est question cette fois-ci. Et donc, on ne parle pas beaucoup. Le procureur de la République peut continuer à exploiter les dossiers qu'il est en train de faire. Dogo Blé, si tu ne sais pas faire la différence entre une grâce et que tu te comportes comme quelqu'un qui a bénéficié d'une amnistie, cette fois-ci, là, ce qui t'attend, ça sera plus grave. Tu n'auras pas l'occasion d'avoir une grâce, encore moins une amnistie. Ça va se passer sur le terrain. Ce que tu as fait trépasser là, tu vas subir la même rigueur de la loi du talion. Quelqu'un qui n'a pas honte. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est un danger. C'est un danger. Mangou, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de convictions. Il a des convictions flottantes. Il est ici, il est là, et il va comme ça. C'est un carriériste, un opportuniste. Je le connais. C'est pour ça que je vous parle de lui. À la CPI, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux.
Il m'a dit, je suis indiscipliné. Mais quel est cet officier qui est indiscipliné et qui n'a jamais été puni jusqu'au grade de général? Quel est cet officier qui est indiscipliné et qui est toujours avancé dans la première année de sa proposition? Toujours jusqu'au grade de général. C'est-à-dire, c'est comme un élève qui est dans une classe, qui n'a jamais redoublé et qui est toujours parmi les premiers à passer en classe supérieure. On peut dire d'un officier de ce type-là que c'est un indiscipliné. Il n'avait rien à dire, il a parlé. Mangou a fui. On faisait la guerre, Mangou a fui. Et je vais vous dire comment il a fui. Je parlais avec Mangou au téléphone. On parlait des tactiques, tout ça de la guerre. Et puis on s'est quitté. 30 à 40 minutes après, je me suis rappelé de quelque chose et je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, son aide de camp m'a dit, le général dit, il va vous prendre après. C'est inhabituel. Chaque fois que j'appelle le général Mangou, automatiquement il me prend au téléphone. Parce qu'il se demande, je pose la question, peut-être que j'ai une commission pour lui de la part du président. Mais là, il a dit, me prends après. Ça m'a fait un peu bizarre. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il ne me rappelle pas. Je le rappelle, le téléphone est fermé. J'appelle tous ces gardes-coups autour de lui, leurs téléphones sont fermés. Alors j'étais inquiet. J'ai essayé d'appeler les autres chefs militaires. Ils ont dit que, bon, on n'a pas eu ces nouvelles. J'ai pensé que les rebelles l'avaient tué. Lui, il était dans une embuscade. Alors, je sors de mon bureau pour faire quelques tours dehors. Et je croise 3 officiers de la garde républicaine qui me disent, mon général, vous êtes au courant? Il dit, au courant de quoi? Il dit, le chef d'état-major a fui. J'ai dit, mais il fuit pourquoi? Pourquoi il fuit? Bon, et laissez, on a continué la guerre. Ne parlons plus de la guerre, c'est derrière nous. Mais c'est moi qui suis allé le chercher là où il s'est caché pour aller l'envoyer chez le président parce qu'il voulait s'excuser. J'étais avec Conan Boniface. Quand nous avons rencontré Mangou, il avait sa garde, sa voiture, mais il a voulu monter avec moi. Il dit, Togo, je vais monter avec toi. Tellement il avait peur. Il est monté dans ma voiture. Il était assis à ma gauche. Mais je vous jure, ce sont les moments les plus difficiles de ma carrière. Voir votre grand chef, grande gueule, assis à côté de vous, comme un chien malade. C'est difficile à supporter. Et chemin faisant, c'est là qu'il me fait une révélation. Il me dit, Togo, je suis allé à l'ambassade, je crois, d'Afrique du Sud, à cause de Julienne. Julienne, c'est son épouse. Parce que pendant la transition militaire, Julienne a trop souffert. C'est pourquoi je suis allé là-bas me mettre à l'abri avec elle. Quand j'ai entendu ça, j'étais écrasé de honte. Un chef d'état-major, général 4 étoiles, en pleine guerre, général 4 étoiles, en pleine guerre, qui ne donne pas d'ordre à ses hommes sur le terrain, qui ne laisse pas de consignes à ses hommes sur le terrain, et qui va se cacher pour protéger sa femme.
est-ce que tous ceux qui étaient sur le terrain étaient des célibataires? Eux aussi, ils avaient leur Juliette. Ils avaient leur Julienne pour la République, pour leur mission. Ils ont continué à combattre, à se battre, parce que c'est ce que l'armée leur demande. Mais lui, il s'est caché à cause de Julienne. Et il va à la CPI, il raconte sa vie. C'est une grande gueule en temps de paix et une petite queue en temps de guerre. C'est ce que je peux dire de Mangou. Vous avez pu constater que l'individu de Goblé, libéré de prison et n'ayant acquis aucune prise de conscience, se retrouve aujourd'hui à penser qu'il est encore sur le théâtre des opérations et pense que c'est dans cela qu'il retrouve sa gloire et sa force. Et comme nous vous le disions, pour nous autres, ça ne nous surprend absolument pas. On ne fait que se répéter maintenant depuis un bon moment. Tant que dans une société, il n'y a pas des actes qui ont des effets correctifs, ce n'est pas de bonté de cœur ou bien simplement qu'un être humain, la majorité des humains changent. Très peu parmi les humains peuvent changer volontairement. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde d'être grand. Être capable de s'autocritiquer, être capable de se juger soi-même, être capable de juger ses propres actions et de voir ses propres erreurs en face, ce n'est pas permis à tout le monde. Il faut avoir une grandeur d'esprit pour en arriver à cela. Dogo Blé pense qu'aujourd'hui, lui va tirer sa gloire en voulant jouer à un héros. Et aujourd'hui, il vient nous dire que son patron d'alors n'était rien. Mais à la vérité, chers Ivoiriens, pour vous dire vrai, ce que Dogo Blé dit, c'est la vérité. Ce que Dogo Blé dit, il n'a pas menti. Parce que vaut un chef d'état-major quand un individu comme Blé Goudé réunit des jeunes et donne le programme militaire et le chef d'état-major est spectateur? Ça s'est passé en Côte d'Ivoire sous le régime de Laurent Gbagbo. Blé Goudé réunit des milliers de jeunes à la place de la République et leur donne les instructions que Philippe Mangou aurait dû. Tout le monde se souvient de ces facteurs. Tout le monde se souviendra que pendant la crise post-électorale de 2010, l'armée ivoirienne est arrivée à manquer de munitions. Mais il faut être un criminel foncièrement dans l'âme pour persister dans le suicide et dans le suicide des troupes. Et Dogo Blé a dit beaucoup de choses, comme quoi le général Philippe Mangou aurait fui parce que ceux qui étaient au front n'étaient pas des célibataires. Il a caché sa femme et ses enfants et lui-même, en oubliant que ceux qui étaient au front étaient eux aussi des pères, des maris et autres. C'est bien beau de dire cela. Mais est-ce qu'on a les mêmes états de conscience de nos responsabilités? Quand on a pris des miliciens et qu'on leur a dit, votre seul rôle, c'est de tuer les opposants. Votre seul rôle, c'est de tuer les opposants. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là comprennent un autre message que ce message de la haine? Et c'est Dogo Blé qui était le symbole de l'application de cette haine-là sur le terrain. Et il y a quel type de meurtre crapuleux, de crimes ignobles et d'atrocités et d'inhumanité que Dogo Blé et ses troupes n'ont commises. Toutes sortes d'inhumanité que vous pouvez imaginer, ces gens-là les ont fait. Après 13 ans, quand l'individu est libéré, il retrouve qu'il n'a absolument rien fait.
il retrouve que même dans son camp, en poussant les enfants des autres à la mort, cela n'est pas suffisant. Et qu'aujourd'hui, dans la posture de Dogo Blé, il ne faut rien comprendre d'autre. Il dit, je vais me remettre au service de Laurent Gbagbo pour refaire les mêmes choses. Et si vous vous souvenez, je vous ai toujours dit ici que ces gens-là, ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ont lié leur âme au mal. Aujourd'hui, ceux qui font semblant d'être surpris, je suis profondément désolé pour vous, mais quand tu es en Côte d'Ivoire, quand tu es ivoirien, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas la pensée globale du peuple. Tu ne peux pas vouloir faire semblant d'ignorer la manière de penser du peuple. Ces gens-là, eux, ils se disent que leur salut ne viendra que de la violence. Et donc de tels individus, ils n'ont ni l'intention de changer et ils ne changeront jamais parce que le programme de campagne de Laurent Gbagbo aura été sa haine contre les gens du nord de la Côte d'Ivoire. Le programme de campagne de Laurent Gbagbo aura été la division du peuple. Tout le règne de Laurent Gbagbo aura été de s'aimer le chaos, le désordre, pour pouvoir toujours prospérer et cacher soigneusement ses faiblesses et ses incapacités à diriger le pays. Et des gens comme Dogo Blé, des gens comme Blé Goudé, des gens comme Simone Eivé, des gens comme Afinguessan, des gens comme Bro Brebe, des gens comme bien d'autres ont servi à cette honteuse besogne, à cette honteuse tâche pour diviser le pays, pour massacrer les citoyens du pays, pour sacrifier les enfants des autres. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient faire la morale à Philippe Mangou. Ce n'est pas à Philippe Mangou qu'il fait la morale, mais c'est à tous les Ivoiriens qui n'ont pas pu massacrer qu'ils font la morale. Pour leur dire, comme on ne vous a pas eu et que vous n'êtes pas suffisamment courageux, vous nous avez libérés, apprêtez-vous, on va reprendre là où on a déposé. Voilà le fond du message. Et donc, chers Ivoiriens, malheureusement, la guerre va reprendre en Côte d'Ivoire. Il faut avoir le courage de dire la chose. La guerre va reprendre parce que il faut que la guerre reprenne en Côte d'Ivoire. La guerre va reprendre en Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo, ayant eu tous ces criminels autour de lui, aujourd'hui s'est dit qu'il est dans la capacité de reprendre les mêmes choses pour arriver à assouvir sa haine contre la Côte d'Ivoire et surtout contre Alassane Ouattara. Donc qu'il soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, même si Alassane Ouattara dit Laurent Gbagbo tu es candidat, vous savez que ils iront aux élections, Laurent Gbagbo va contester comme de la manière il a contesté avec Félix Houphouët-Boigny. Il va contester l'élection comme de la manière il a contesté avec Guy Robert. Il va contester comme de la manière il a contesté en 2010. Et on va en arriver à la tuerie des Ivoiriens. Mais cette fois-ci, non seulement les troupes se feront à l'intérieur du pays, mais il y aura la bénédiction de certains pays malheureux comme le Mali, le Burkina, avec l'appui de Soro Guillaume et de bien d'autres mercenaires russes et autres. Voilà ce sur quoi il compte. Maintenant, si on dit aussi, Laurent Gbagbo, tu ne peux pas être candidat parce qu'il y a des crimes sur ta tête, il va reprendre la violence. Et donc, pourquoi je dis qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire? C'est parce que quand on te met en face d'une situation kafkaïenne, d'une situation cornélienne, d'une situation où le résultat, quel que soit le cheminement que tu prends, aboutit à la même réaction, à la même conclusion, tu ne peux que te dire qu'il n'y a plus rien à faire, c'est d'assumer son destin. Qu'il soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, ça reviendra à la même chose. La violence va reprendre son droit de cité. C'est ce que chaque Ivoirien doit retenir. Et c'est ce que Dogo Blé est en train de vous dire. Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour chef, je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la petite famille? Alhamdulillah, tout le monde va bien. J'espère de ton côté aussi. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, ok. Vraiment que Dieu nous couvre de ses grâces. Amen. Et vraiment, voilà, qu'il soit toujours au contrôle de tout ce que nous faisions. Amen, amen, amen. Ok, bonjour. Merci. Bonjour à toute la classe. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, quand tu as Dieu dans ton affaire, il faut toujours lui rendre grâce. Parce que Papa Ado, quand tu avais libéré ces gens-là,
nous avions eu, en tout cas moi aussi j'ai eu un pincement au cœur. Mais aujourd'hui, je trouve que tu avais raison. Parce que si ces gens-là restaient là-bas, on allait se dire, comme eux-mêmes ils le disent, il faut les libérer. Eux-mêmes ils étaient pressés, libérer. Comme si c'était des gens qui avaient changé. Mais aujourd'hui, le temps est en train de nous dire que ces gens-là n'ont aucunement changé. Et ils ne peuvent pas changer puisque les patrons, quand il est sorti là, est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé. Donc les comportements ne nous étonnent même pas, papa. Et nous te disons merci. Parce que aujourd'hui, c'est-à-dire, toi-même tu étais entouré de tes propres ennemis. Et des gens qu'on croyait qui étaient de cœur avec toi. Aujourd'hui, surtout, vient nous dire que Gbagbo est le papa. Donc ça veut dire que Soro Guillaume c'est son papa. Et c'est avec celui-là que tu travaillais. Et tu avais confiance. Mais Dieu, le Dieu qui est le Dieu qui connaît tout le cœur, comme je dis tous les jours, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux jamais mentir à Dieu. Voilà pourquoi eux-mêmes là, ce qu'ils sortent de leur bouche là, vous pensez que c'est ce qu'ils voulaient dire vraiment? Non, mais c'est Dieu qui les fait parler. Parce que Dieu sait qu'ils n'ont pas changé. Ce sont les humains. C'est nous les humains qui croyons que ces gens peuvent changer. Mais Dieu lui-même sait qu'ils ne peuvent pas changer. Donc ce qu'ils font sortir de leur bouche là, c'est indépendant d'eux-mêmes. Parce que souvent, même moi-même, souvent quand j'interviens ici là, il y a des choses qui sortent. Après quand je m'écoute, je dis, j'ai dit ça. Donc si Dieu me fait ça là, pourquoi je n'ai pas croire qu'il peut faire ça à quelqu'un d'autre? Souvent quand ils viennent parler là, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent. C'est Dieu qui fait sortir ce qu'il y a dans leur cœur. Parce que tu peux mentir à ton prochain, mais à Dieu, tu ne peux jamais mentir. Tu peux dire à quelqu'un que j'ai changé, mais Dieu même sait que dans ton cœur, tu n'as pas changé. Mais il fera tout aussi pour que tu fasses sortir si la personne est honnête envers toi. Aujourd'hui, je parle beaucoup comme ça parce que j'ai vécu ça pendant 19 ans avec quelqu'un aux États-Unis, que nous ne sommes même pas du même pays, que j'avais pris comme une sœur. C'était mon ennemi poignet que je dealais avec pendant 19 ans. Mais seul Dieu m'a enlevé de là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai peur de l'être humain. Quand tu es sincère dans la vie, il faut faire très attention. Ce n'est pas tout ce qui t'entoure qui t'aime. Et c'est ça Dieu est en train de prouver à Papa Ado, que tu dirais avec tes ennemis qui étaient dans ta propre maison. Et on dit merci à Dieu. Cela ne peut pas changer. Regardez Dogoble comment il parle. Le monsieur là, monsieur Mangou c'est un homme de Dieu, il avait peur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a sauvé. Sinon lui-même il avait été piégé. Aujourd'hui qu'il devait vivre. Le jour qu'il soit allé attaquer sa maison, seul Dieu l'a enlevé de là. Mais quand tu vois monsieur Dogoble parler aujourd'hui, tu dis oui, c'est vraiment tout ce que monsieur Mangou est parti dire à la CPI est vérité. Donc c'est pour vous dire que ceux-là, ils ne pourront pas changer. Même si demain Soro va faire sortir des paroles encore, parce que ce sera indépendant de sa volonté. Parce que surtout, nous montre ici que, il n'a pas, tu vois. Non, vraiment, que Dieu nous protège tous. Merci le Clerc, bonne semaine à tous. Merci infiniment, cher mère. Et vous savez, dans les études de stratégie, on a ce qu'on appelle la stratégie du chaos. C'est-à-dire qu'à partir du désordre que va naître l'ordre. Et ceux qui ont peur de tout ce que vous voyez là, nous vous disons tranquillisez-vous. Quand Dieu apporte une grande calamité, il apporte aussi une solution à côté. Tout ce que vous voyez là, ils sont en train de dire ça là. C'est le symbole de leur malédiction qu'ils sont en train d'étaler d'abord, avant ce qui va leur frapper. Voyez-vous, quand un chien est en fin de vie, c'est là que ses hurlements se font les plus retentissants. Mais quelqu'un qui a eu la force de t'attraper quand tu étais plus fort que lui, de te maîtriser et de prendre le temps de se consolider et puis de prendre pitié de toi pour te libérer. Si toi, tu n'as pas pu trouver l'intelligence en toi et tu veux encore rejouer avec le destin, tout ce qui va t'arriver, tu l'auras mérité. Et aujourd'hui, là, avec tous les excès de Laurent Gbagbo, de l'opposition ivoirienne, des Dogo Blé, des Charles Blé Goudi, des Simone Ivé, aujourd'hui, là, tout ce qui va leur arriver, là, le monde entier va dire, on en a cure. Parce que vous avez dépassé toutes les bornes de l'acceptable. Mais ce n'est qu'une question de temps. On vous le dit, ce n'est qu'une question de temps. Et vous allez voir, et vous allez subir les conséquences de vos actes. Quand les gens vous disent que le temps de Dieu, là, ce ne sera pas Dieu lui-même qui va descendre. Il va mettre ça dans les mains de certaines personnes. Il va mettre des personnes sur le terrain pour faire le travail. Quand Dieu même là doit faire son travail, là, c'est à travers les humains.
Et donc ne soyez pas surpris. Les Dogo-Blé et autres là, les massacres que vous avez fait aux populations là, sachez que votre jour est proche. Et ces gens qui feront ça sont déjà là. Et c'est ce jour-là que vous allez comprendre que en réalité, ce que tu sèmes là, tu finis par récolter tôt ou tard. Et donc, chers mères, soyons sereins. Si les gens pensent que eux peuvent utiliser la réconciliation pour tromper les gens et venir encore planter le couteau dans le dos des gens, je crois que l'expérience humaine veut que chacun ait grandi en expérience, de la même manière qu'ils pensent qu'eux connaissent ce qu'ils sont en train de faire là. Nous aussi, nous savons là où les attendre au bon moment. Vraiment, merci infiniment à vous-même. Je vous souhaite vraiment un très bon début de semaine et que Dieu mette toute sa bénédiction dans tout ce que vous allez entreprendre ainsi que tous les élèves de la classe. Vraiment, merci beaucoup. Amen. Merci à toi aussi. Je vous en prie, chère mère. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne, mais qui n'est pas du tout des moindres. C'est le B52. C'est avec lui que nous allons terminer le direct de ce jour. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et merci à tous ceux qui, de par quelque manière, arrivent à faire répandre ce message et à informer les gens. Soyons avec la vérité, soyons dans la vérité. C'est la meilleure manière pour ne pas nous tromper nous-mêmes et ne pas mentir à nous-mêmes. Bonjour, cher aîné, comment allez-vous? Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va bien. Ah, Dieu merci. Famille. La famille va excellemment bien. Ok, bien. Ok, j'ai dit bonjour à tout le monde. Hein. Donc, je vais aller rapidement. Oui, je vais venir sur le cas de Dogo-Blé. Dogo-Blé qui traite Mangou de lâche. Dogo-Blé qui dit que Mangou n'est pas un général courageux. Dogo-Blé qui dit ouais, que Mangou a fui le champ de combat pour être réfugié dans une ambassade. Mais ce que je voulais dire à tout le monde, dites à Dogo-Blé que lui aussi n'a pas été arrêté sur le champ de bataille. Je n'ai jamais vu un militaire qui est sur le champ de bataille et qu'on va l'arrêter, Manu Militari, comme une femmelette dans sa cachette, dans un pyjama, là où il avait le regard hagards lorsque ceux qui traitent comme ses subalternes, il était dans leurs mains comme un braqueur, un voleur qui venait d'être cueilli sur son champ d'opération. Et c'est ce Dogo-Blé là aujourd'hui qui veut se passer comme un brave soldat. Ben, nous, je dis bravo au général Philippe Mangou et à tous les autres généraux qui se sont ralliés. Dogo-Blé, il peut parler, mais comme il a été déconnecté de la Côte d'Ivoire depuis il était en prison, nous allons dire à Dogo-Blé que il ne peut rien créer, il peut rien créer. Comme toi-même tu le disais tout à l'heure, éclaireur, quelqu'un qui t'a maîtrisé, il t'a attaché, t'a jeté en prison pendant qu'il t'avait la force, si cette personne-là s'est reconstituée, a eu pitié, t'a mis dehors, et que tu viens avoir aujourd'hui des discours guerriers, mais cela veut dire ouais, que vous allez constater jusqu'à quel point l'indiscipline était dans l'armée ivoirienne. Et ce que Dogo-Blé oublie, le général Mangou était le chef d'état-major général de toutes les armées de la Côte d'Ivoire. Et le chef suprême de cette armée était Gbagbo Laurent. Mais c'est Gbagbo Laurent qui doit faire commission à Mangou et le dire aux autres généraux, puisqu'il était le plus gradé. Mais vous voyez ouais, qu'on avait plutôt affaire à des soldats militants. Quand il fait un meeting, au lieu de remercier le président de la République et même le général Philippe Mangou, si lui il est resté en vie, mais qui sait ouais, que peut-être que le général Philippe Mangou, s'étant déjà rallié, avait demandé d'une manière subtile
au général, au Ouattao, le shérif Ousmane, de ne pas lui, Dogo Blé, atteindre sa vie. Quand tu sors d'une prison de plus de 13 ans, je crois ouais, qu'avant de faire des déclarations, tu dois remercier d'une manière générale tes anciens collaborateurs et ensuite, entre militaires ou ex-collaborateurs, avoir des entretiens et avoir des conseils. Ce que Dogo Blé oublie, quand il dit ouais, que Mangou avait peur de monter dans sa voiture, il ne nous apprend rien. Le général Mangou avait déjà dit à la CPI, lorsqu'il était à l'ambassade de l'Afrique du Sud, et que Gbagbo avait envoyé des émissaires avec son chef de protocole pour aller le chercher, il a décliné l'offre. Et voilà pourquoi il prend contact avec Kona Boniface, à qui il avait confiance. Mais ce sont les gars rapprochés de Mangou qui ont demandé au général Philippe Mangou d'appeler lui Dogo Blé pour qu'il monte avec lui, puisque les miliciens étaient partout dans la ville d'Abidjan, et qu'avec Dogo Blé, il serait en sécurité, puisqu'il voulait parler au président, d'après le Mangou lui-même, pour aller lui donner les conseils. Ce qu'il avait attendu depuis l'ambassade de l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi Mangou se rend à la résidence de Gbagbo, en appelant lui Dogo Blé, qui était un chef milicien, puisqu'il n'était plus régulièrement dans l'armée ivoirienne qui était dirigée après les résultats par le président Alassane Ouattara. Mais nous disons à Dogo Blé, bonne arrivée. Et nous t'attendons le pied ferme. Dogo Blé aurait voulu, mais toi Dogo Blé, mais pourquoi tu ne dis pas le général Philippe Mangou, qui est le chef d'état-major, même si on lui était en période de guerre, il y a le désordre, mais ceux avec lesquels vous vous combattiez là, ce n'est pas eux qui ont attaqué la résidence de Mangou. Ce sont vos miliciens, contrôlés par Seka, contrôlés par Charles Blé Goudé, puisque Charles Blé Goudé et puis Gbagbo avaient planifié l'assassinat du général Philippe Mangou, mais c'est vos éléments là que vous avez pistonnés, allez l'assassiner et mettre ça sur le compte du camp Ouattara. Mais vous avez échoué. Donc tu aurais voulu que le général Philippe Mangou se fait cueillir, se fait massacrer, comme vous avez fait à tant d'autres collègues, vos ex-collègues. Le colonel Dosso, vous avez massacré. Vous avez assassiné le général Robert Guéhi, le tout-puissant général Robert Guéhi, le président de la transition, vous l'avez assassiné. Et pendant ce temps, Mangou, quand il traite de lascar, de lâche, mais a demandé à un de ses plus proches collaborateurs, à qui il fait confiance, le général Vagba Fossigno, qui était le commandant, qui était le général de la marine. Il lui a posé cette question. Lorsque le panel des chefs d'État africains ont demandé à lui, Gbagbo, de démissionner, et qu'il appelle Mangou pour avoir son avis, voilà pourquoi vous voulez l'assassiner. Et Mangou demande à Vagba Fossigno son avis, voilà ce que le président Gbagbo m'a dit. Et Vagba Fossigno, un homme honnête, lui rétorque ceci. Mais quand tu penses ouais, qu'il va démissionner, mais il voulait juste voir ta position pour voir si tu ne vas pas le trahir, que c'était un piège. Et pendant ce temps, Gbagbo avait demandé à Mangou de s'entretenir sur sa démission. Qui venait de parler avec lui, que les deux n'ont qu'à se concerter, et après leur concertation de venir le voir, et quand Blé Goudé vient voir le général Philippe Mangou, mais il lui dit que le président Gbagbo m'a dit effectivement que vous avez vu que le président sud-africain, qui était alors Thabo Mbeki, et Eduardo Santos, qui était le président de l'Angola, lui ont appelé pour lui demander de démissionner parce que la communauté internationale l'avait lâché. Après cet entretien avec Charles Blé Goudé, il vient voir Mangou
Or, Gbagbo disait à Mangou qu'après leur concertation, Blé Goudé et Philippe Mangou, de venir ensemble le voir. Quand ils finissent, Mangou demande à Blé Goudé de partir, revoir Gbagbo pour lui faire le compte rendu de leur entretien. Et là, Blé Goudé dit à Mangou non, que d'aller seul. Et c'est après tout cela que sa résidence a été attaquée. Et Mangou, après être sorti de tout ce tralala à la CPI, fait son analyse personnelle. Que donc, quand Blé Goudé était venu le voir à l'état-major, que c'était pour venir lui donner un baiser de la mort. Blé Goudé vit, non? Quand Mangou faisait ce témoignage-là, Blé Goudé était à la CPI, Gbagbo était à la CPI. Quand vous sortez et que vous avez été à l'origine des massacres des êtres humains, des personnes innocentes, leur sang ont coulé, si tu n'as pas la gueule de demander pardon, ferme cette sale gueule. Sinon, autrement dit, c'est le président Ouattara qui t'a pardonné. Mais tous ceux, grâce à toi, ceux qui sont morts là, leurs parents n'ont pas encore pardonné. Même s'ils font le semblant, mais nous savons que chacun est assis dans une position. Et vous ne faites qu'activer le feu. Mais on vous attend de pied ferme. Et que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et nous tous, nous savons qu'est-ce qu'est le temps aux États-Unis. Et je crois que la voix du militant nous aura encore à redécortiquer et à décortiquer les propos de Goblin. Donc je demande à tous les militants, la voix du militant, soyez tous connectés, parce que le jour-là, je ne vais pas partir avec le dos de la cuillère. Le temps ne nous permet pas aujourd'hui de faire de grands développements, mais je vous promets que ça sera du feu. Chacun n'a qu'à être connecté, le jour de la voix du militant. Comme ce jour-là, nous avons tous le temps, mais je vous jure que ça sera du feu et je ne vais pas partir avec le dos de la cuillère. Bon début de semaine à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci infiniment de ce que vous venez de dire. Et surtout, merci de nous mettre de l'eau à la bouche. Nous entendons tous la voix du militant le jeudi prochain. Mais merci déjà pour cette belle entrée. Et nous disons ceci, le combat doit continuer parce que le président Ouattara mérite notre soutien et la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens méritent qu'on puisse leur donner un langage qui est franc, qui peut être dur, mais qui est au moins un langage teinté de vérité. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent ici. Merci à tous ceux qui aiment ce que nous faisons et qui partagent cette idéologie. Merci à la Côte d'Ivoire qui veut croire en la fraternité, en l'unité et surtout en la paix. Vraiment, merci à chacun. Et cher Aîné, il est d'habitude ici que celui qui est le dernier intervenant à la conclusion, on va vous laisser le mot de la fin pour que vous puissiez conclure le direct du jour. Oui, donc je vais dire tout simplement bon début de semaine à tout le monde. Malheureusement, hier, j'ai été pris sur MCI, mais le réseau m'a lâché. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc ça sera une partie remise. Donc je demande à tous les militants de ne pas baisser la garde et resserrer nos rangs, parce que 2025, c'est maintenant. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, cher Aîné. Bien des choses à vous-même. Excellent début de semaine et toute la bonté et la grâce divine soient avec nous. Merci, mon frère. Merci beaucoup. La grâce présidentielle et la bamboula des bourreaux d'hier. En date du 22 février 2024, le président de la République, conformément aux prérogatives que lui confère la loi fondamentale, a pris une mesure de grâce à l'endroit des 51 détenus. Dans les jours qui ont suivi cette mesure, les concernés ont été sortis des lieux pénitentiaires dans lesquels ils étaient et hument désormais le vent frais et salvateur de la liberté. Et donc, dans cet édito, celui qui a écrit revient sur la libération des 51 criminels qui ont été libérés le 22 février 2024. Il nous rappelle les conditions dans lesquelles ces personnes ont été libérées. C'est grâce à une grâce présidentielle que ces personnes se sont retrouvées dehors et sont en train aujourd'hui de profiter de la liberté, sont en train de profiter du bon vent frais et sont en train de profiter
de leur liberté en étant dehors. Entre-temps, les victimes et les personnes que ces criminels ont massacrées sont aujourd'hui couchées dans les tombes et dans les cimetières. Aujourd'hui, tous vaquent à leurs occupations diverses, avec des écarts de langage pour certains, sur lesquels il convient de s'arrêter afin de mesurer la portée de la grâce présidentielle relativement à la responsabilité des actes commis ayant conduit les bénéficiaires en prison. Il dit aujourd'hui, ces personnes sont dehors et elles s'occupent de leurs différentes activités et même certains se donnent des luxes qui tombent dans les exagérations, c'est-à-dire tomber dans des propos ou bien des actes qui amènent toute personne intelligente à se demander, mais est-ce que celui-là, il se souvient que ce sont des mauvaises actions, c'est le crime de ses compères en humanité qui l'a amené en prison, et c'est par la pitié du président Alassane Ouattara que cette personne est dehors aujourd'hui, mais elle ne semble pas prendre conscience, elle ne semble pas comprendre qu'un homme qui n'arrive pas à s'autocritiquer, un homme qui n'arrive pas à se juger lui-même est un homme impur. Et donc, les soi-disant cérémonies, pour soi-disant se purifier, même si vous lavez 10 000 fois avec de l'eau d'acide, vous ne serez jamais purifié tant que les âmes de ceux que vous avez massacrés demandent justice. Tant que vous-même, vous ne faites pas l'effort de vous repentir, de vous corriger à l'intérieur de vous-même, vous ne serez jamais pur et votre conscience sera toujours marquée par la malédiction de vos propres actions. Selon le droit, la grâce présidentielle est un pouvoir dont dispose le président de la République. Ce pouvoir lui permet de décider de dispenser une personne condamnée de l'exécution de sa peine. Le président de la République peut accorder la grâce pour la totalité de la peine ou seulement pour une partie de la dite peine. Il n'est pas obligé de justifier sa décision accordée ou de refuser la grâce à une personne condamnée. Et donc, celui qui écrit l'article revient pour nous dire et nous définir ce que c'est que la grâce. La grâce présidentielle, c'est un pouvoir spécial que le président de la République a en sa possession. Grâce à ce pouvoir, on peut condamner quelqu'un qui a eu à commettre de mauvaises actions et le président de la République peut décider de dire à cette personne-là, je veux que sa peine-là, elle ne puisse pas la faire ou bien libérer-la. Mais cela ne fasse pas le casier judiciaire de la personne. La grâce présidentielle n'a rien à voir avec la justice. La grâce présidentielle, c'est une décision personnelle du chef de l'État. Maintenant, c'est l'amnistie qui est une décision de justice. Et lorsque l'amnistie est prise ou acquise par quelqu'un, l'amnistie demande aux hommes de droit d'effacer sur le casier judiciaire de la personne tous les crimes commis. Dans cette même dynamique, il est important de savoir qu'à la différence de l'amnistie, la grâce n'a aucun effet sur la décision de condamnation qui figure toujours au casier judiciaire de la personne ayant bénéficié de la grâce. Et donc, comme je le disais, la grâce présidentielle, même quand tu l'obtiens, comme c'est le cas de ces criminels-là, ça ne veut pas dire que demain, si un autre président revenait, il peut leur foutre en prison. Ou bien même le président même qui vous a accordé l'amnistie, avec vos agissements, il peut vous mettre en prison. Et puis, comme on le dit, il n'y aura rien en face. Au regard de ce qui précède, l'on doit savoir que, contrairement à ce que pensent certaines opinions, sortir de prison à la suite d'une grâce présidentielle ne signifie pas que l'ancien détenu n'a pas commis l'acte pour lequel il est allé en prison ou qu'il a été blanchi. Donc, beaucoup pensent que quand ils ont bénéficié de la grâce présidentielle, c'est que eux, ils ont été blanchis. C'est que eux, ils n'ont rien fait. C'est que eux,
dans leur tête, pour certains même qui vont plus loin, ça les remet en confiance pour dire on va faire pire qu'avant. C'est une décision souveraine du président de la République qui, conformément à la Constitution, peut décider d'accorder la grâce à qui il veut dans les limites de la loi. Dans le cas d'espèce, la dernière mesure de grâce prise par le président Alassane Ouattara se situe dans la ferveur suscitée par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, au cours de laquelle les Ivoiriens ont fait montre d'une unité et d'un patriotisme à nul autre pareil, qui a permis à l'équipe nationale de remporter la Coupe dans les péripéties que l'on connaît tous. Il dit donc que la grâce qui a été accordée à ces 51 criminels n'était qu'une mesure de clémence, de pardon venant de la part du chef de l'État en faveur de ces criminels, parce qu'on venait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations et pour essayer d'intensifier, de consolider, de renforcer le sentiment d'unité et de patriotisme que les Ivoiriens ont manifesté pendant la CAN. C'est ce qui a convaincu le chef de l'État d'aller plus loin en essayant d'inclure tous les Ivoiriens et de ramener tous les esprits à l'unité et à la fraternité. Et donc, c'était dans une bonne disposition d'esprit que le président a ainsi agi. Le président Ouattara a donc pris cette décision de grâce en vue d'entretenir cette flamme patriotique et cet élan de cohésion et d'unité suscité par la CAN 2023. C'est en cela que les bénéficiaires de cette mesure de grâce doivent savoir garder raison. Donc, quand tu as été un criminel, quand tu as posé des actes honteux, c'est ce qui fait que tu te retrouves en prison. Quand tu as été un homme indigne, c'est ce qui fait que tu te retrouves en prison. Et quand tu te retrouves en prison, et que malgré ton soi-disant courage, tu n'as pas toi-même pu te libérer, et que c'est la pitié des autres, comme le chef de l'État qui t'a mis dehors, si tu es un individu qui a un peu de sens de la réalité, si tu es quelqu'un qui a un peu de bon sens, tu vas te dire, est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de me calmer? Mais que non. Quand on est quelqu'un qui est indigne à l'excès, quand on est quelqu'un qui pense que c'est dans le désordre qu'on va prospérer, on trouve que celui-même qui nous a fait bénéficier de sa pitié est la première personne qu'il faut abattre. En Côte d'Ivoire, ce n'est certes pas la première mesure de grâce présidentielle, encore moins la dernière. Mais quand l'on se réfère aux raisons qui ont conduit la plupart des bénéficiaires de cette grâce en prison, ceux-ci doivent moduler leur langage et leur attitude après leur libération. La gravité des faits pour le pays et l'attitude vis-à-vis des victimes ou leurs familles respectives doivent amener les graciés à beaucoup plus de responsabilités. Il est vrai que 51 bénéficiaires de la grâce présidentielle du 22 février 2024 n'ont pas la même attitude et les mêmes comportements, mais certains doivent se revoir. Après une longue ou relative privation de liberté, l'on ne peut pas empêcher un ancien détenu de savourer la liberté recouvrée avec sa famille, ses proches et ses amis. Mais la théâtralisation des retrouvailles et surtout les propos que l'on tient sur les circonstances qui ont été à la base de la condamnation peuvent heurter le bon sens et surtout amener à réfléchir sur l'opportunité de cette mesure qui, faut-il le rappeler, n'est qu'une grâce et non une déculpabilisation ou d'absolution. Et donc ceux qui ont été libérés, s'ils avaient un peu de bon sens et un peu d'humanité, ils auraient compris que cette libération-là devrait leur permettre de s'insérer positivement dans la société ou de se réinsérer à nouveau en essayant de faire amende honorable, en essayant de savoir qu'ils ont fait du mal à beaucoup de personnes, en essayant de comprendre à leur niveau que ce sont des actes qui n'honorent pas l'humanité qu'ils ont eu à commettre et que ça devait leur poser un cas de conscience
qui devrait les rendre humbles et qui devrait les rendre beaucoup plus soucieux même de leur propre avenir vis-à-vis de leur propre conscience et de Dieu, et voire même des victimes. Il dit aussi qu'il faut rappeler que cette mesure n'est qu'une grâce, mais ça n'efface pas les crimes et ça ne vous pardonne pas ce que vous avez fait. C'est simplement une décision politique. Pendant les procès en assises, l'on a attendu des choses extrêmement graves pour lesquelles certains graciés doivent avoir de la retenue. Des officiers supérieurs comme le colonel-major Dosso Adama, le patron du plus grand groupe industriel du pays, et les responsables d'un groupe hôtelier ont été enlevés, torturés puis cruellement et atrocement assassinés au palais présidentiel par des militaires qui ont avoué leurs crimes sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques qui étaient également dans le box des accusés. Il dit qu'il faut prendre l'exemple du colonel-major Dosso, de Franck Rippel et de bien d'autres personnes qui, à l'époque de Laurent Gbagbo, la présidence était un centre de torture, un centre de détention et un centre d'exécution. Et c'est pourquoi des gens comme les Dobo Blé, avec des soldats tribalisés, des soldats qui ont été spécialement choisis sur des bases ethniques et endoctrinés, tuaient des gens. Et le palais présidentiel, sous Laurent Gbagbo, c'était un centre d'exécution des personnes humaines. C'était un abattoir et c'était un centre où on torturait à volonté les personnes. Et ce sont ces actes-là qui ont fait partir ces personnes en prison. Mais elles pensent aujourd'hui que c'est la meilleure des choses à reprendre. Et c'est très humiliant. Nous ne reviendrons pas sur les obus tirés sur les 7 femmes d'Abobo et sur les faits liés à la désobéissance civile pour lesquels il a été clairement établi que des civils et des militaires voulaient renverser le régime d'Abidjan. Quand l'on sort de prison à la suite de ce genre de crime, suite à une magnanimité du président de la République, l'on doit garder le profil bas et non organiser des célébrations fastes d'auto-célébration et n'avoir aucune once de regret ou de contrition à l'endroit des victimes. Se faire passer pour la victime expiatoire ou un héros de guerre remet totalement en cause le fondement même de la grâce présidentielle. Le président de la République a pris cette mesure pour accompagner l'élan de patriotisme et de cohésion lié à la CAN 2023. Pour le moment, l'attitude de certains parmi eux est en totale contradiction avec l'idéal pour lequel ils sont libres de tous leurs mouvements. Et dis donc, quand tu as eu la chance de bénéficier d'une grâce présidentielle, cela devrait te permettre de te corriger toi-même et non de penser que, comme dans le cas de Dobo Blé, aujourd'hui, il fait de la théâtralisation et il se présente aujourd'hui en victime. Aujourd'hui, c'est lui qui a été massacré par toutes ces personnes qu'ils ont eu à tuer. Aujourd'hui, ce sont les 7 femmes d'Abobo qui ont lancé des obus sur lui et ses partisans. Ce sont aussi les partisans du docteur Ouattara qui ont organisé la désobéissance civile en 2020. C'est le président Ouattara qui voulait lui-même s'auto-assassiner et ça n'a pas marché. Et donc quand c'est comme ça, celui qui vous a fait le bien de vous libérer là se demande, est-ce que ça valait la peine? Mais c'est ce que nous avons toujours dit. Ces personnes-là ne peuvent pas changer. Ces personnes-là ne veulent pas changer. Et la nature même n'acceptera pas que ces personnes-là changent. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées trop loin dans l'inhumanité. Elles ont lié tellement leurs âmes au mal qu'aujourd'hui, elles sont prises dans les escalades même de leurs propres méfaits. Et à un certain moment, ces personnes-là ne peuvent pas changer. Et ces personnes-là finiront telles qu'elles ont assassiné les autres. Ces personnes-là seront abattues comme des chiens. C'est la seule chose que ces personnes méritent. Et c'est la seule chose qui va arriver à ces personnes. Et c'est ce que la règle de la nature même va leur imposer. Parce que
qu'on le veuille ou pas, quand l'être humain dépasse certaines limites de l'acceptable, la nature n'est pas un principe qui est là pour pardonner. La nature n'est pas un principe qui est là pour réfléchir. La nature est un principe pour juste remettre chaque chose à sa place. Et donc, au nom de ce principe-là, dans lequel il n'y a pas de sentiment, dans lequel il n'y a pas de réflexion, tôt ou tard, ces personnes, en pensant aujourd'hui, en se donnant l'impression d'être des héros de guerre, en se faisant passer pour des victimes aujourd'hui, ceux qui leur ont accordé les grâces présidentielles doivent aujourd'hui être en train de se demander, mais est-ce qu'à force d'accorder ces grâces-là, on n'est pas en train de créer et de mettre en place tous les ingrédients du désordre et même d'une prochaine guerre en Côte d'Ivoire? Voilà ce que nous avons toujours dit, et la réalité prouve toujours que ce que nous disons n'est pas loin de la vérité ou même n'est pas du tout fausse. Mais le drame encore dans l'histoire, c'est que avec l'inexistence même d'une certaine justice qui puisse apporter, qui puisse faire cas d'école, qui puisse faire jurisprudence, finalement les criminels ne se sentent pas du tout inquiétés. Et quelqu'un qui n'est pas inquiet, comment peut-il réellement déterminer sa place? Quand aujourd'hui, ce sont les criminels aujourd'hui qui donnent des conseils à leurs victimes. Quand aujourd'hui, ce sont des criminels aujourd'hui qui disent aux personnes qui ont respecté la loi et qui continuent de faire confiance en la loi que c'est parce que vous êtes des idiots. Et regardez, nous, on a outrepassé toutes les mesures de la bienséance. Mais regardez, nous sommes dehors autant que vous, après tous les crimes qu'on a commis, et on se porte bien. Et on veut même essayer de falsifier l'histoire pour tromper les gens. Mais toujours ce que cela cache, c'est une volonté de reprendre les mêmes méfaits pour encore blesser les populations, tuer les populations et commettre les mêmes crimes. Et comme nous le dirons, si tel est ce que vous souhaitez, tôt ou tard, Dieu vous donnera ce que vous voulez, mais cette fois-ci, ce sera vous les victimes. C'était un article tiré de du banco.net. C'était un article écrit par M. Bernard Kra.